Raison numéro 4. Voyager, ça coûte cher. Tour du monde. Ces 3 petits mots font la plupart du temps briller les yeux de vos interlocuteurs quand ils découvrent votre projet. Puis, rapidement et immanquablement, vient la petite remarque complémentaire. Oui, mais il faut tout de même en avoir les moyens. Alors oui, partir en grande croisière nécessite une certaine mise au départ pour acheter le voilier adapté à votre projet. Mais ensuite, la vie en mer est-elle vraiment plus chère qu'un quotidien à terre ? Ou apprend-on plutôt à se satisfaire avant tout de ce qui nous entoure et à vivre surtout plus simplement? Merci. En fait, oui, je pense que cette objection-là, elle est quasiment à chaque fois évoquée pour la simple et bonne raison, pardon, je réfléchis en même temps que je te parle, que le voyage, comme on le fait, est en fait assimilé à des vacances. Je m'explique. Quelqu'un qui est en CDI, qui donc a ses 5 semaines de vacances, et qui part aux Maldives ou aux Antilles, tu vois, ne serait-ce qu'aux Antilles, pendant ses vacances d'hiver, est vu comme quelqu'un d'assez aisé, et enfin aisé, on s'entend, hein, faut pas non plus gagner des millions, mais bon, c'est quand même niveau moyen plutôt, parce qu'il y a quand même les billets d'avion. Si tu pars en famille, bah, t'es à 4, c'est 4 repas par jour, le resto, etc. Bon, t'en as vite pour 4 ou 5 000 euros de tes vacances. Donc il faut pouvoir se les payer. Et donc les gens ont cette sensation que nous faisons la même chose qu'eux. Mais en plus, nous, c'est pas une semaine, c'est toute la vie. Donc les mecs, ils se disent, non, mais eux, ils vont gagner au loto, c'est pas possible, quoi. Non, ce n'est pas ça, en fait. Nous ne partons, en fait, on n'est pas en vacances, on est en voyage, et encore que nous, on a vraiment des phases de voyage et des phases, ben, comme tout le monde. C'est juste qu'on choisit l'endroit où on veut vivre. Alors, évidemment, il faut, je vais développer tout ça, mais évidemment, pour partir, il faut un budget de départ. On ne peut pas partir en voilier, en camion ou quoi que ce soit, ou même en tour du monde en billet d'avion sans budget, évidemment. Mais en fait, aujourd'hui, avec un salaire normal, on s'entend par là entre 1 500 et 2 500 euros, c'est vraiment la moyenne, donc un petit peu au-delà du SMIC, je le concède. On peut tout à fait réduire les dépenses au quotidien, arrêter d'aller au resto, enlever les abonnements à ci, à ci, à ça, ne plus trop partir en vacances, etc. pendant X temps, et se donner un objectif et se dire, ben voilà, moi, mon truc, je veux m'acheter un voilier, j'économise pour, je l'achète et je pars. Et donc ça, c'est faisable. On peut économiser de l'argent pour ça. Un voilier, il y a tous les prix. Il y en a qui valent des millions, il y en a qui valent 100 ou 200 000 euros, mais il y en a aussi qui valent 10, 20, 30 000 euros, à retaper forcément un petit peu. Mais tu vois, 30 000 euros, si tu as un salaire à peu près normal, tu peux les économiser en 2-3 ans, peut-être même moins, quoi. Donc, ça se fait, il faut pas avoir forcément gagné au loto. Maintenant, au quotidien, une fois que tu as économisé ton argent et que tu as ton bateau, ou ton budget avion, ou ton camion, ou je ne sais quoi d'autre, la vie nomade coûte beaucoup moins cher que la vie sédentaire. Beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher. On n'a pas à payer l'eau, l'électricité, le Internet, et je ne sais quoi d'autre, les taxes d'habitation, les taxes sur les poubelles, etc. Alors, quand tu es en bateau spécifiquement, ben, c'est simple, hein. Alors, c'est pas possible partout dans le monde. On a dépensé un peu plus d'argent en Méditerranée. Mais quand tu es aux Antilles, par exemple, ben, c'est simple. Tu n'as pas du tout de loyer. Tu vis au mouillage. Tu as investi un petit peu dans un désalinisateur, une éolienne et des panneaux solaires, et tu es autonome en eau et en électricité.
au final, la vie revient bien moins cher. Et quand bien même, quand tu es obligé d'aller au port, ce qui était notre cas en Méditerranée, alors faut sélectionner, on ne peut pas aller partout, il y a des ports qui coûtent très cher. Mais j'ai le souvenir qu'on a passé 8 mois à Carthagène et nous payions, je ne vais pas dire de bêtises, c'était 400... Je sais plus si c'était 200 ou 400 € par mois. Donc on va prendre la fourchette haute pour pas mentir. On payait 400 € par mois, eau, électricité, wifi compris. Ben, c'est moins cher qu'un loyer à Paris. Et en plus, ça inclut l'eau, l'électricité, etc. Voilà. Donc, il ne faut pas être Crésus pour vivre comme nomade. Et ensuite, eh bien, c'est simple. Oui, mais bon, voyager tout le temps, forcément, il faut de l'argent. C'est vrai aussi, hein. C'est vrai que quand nous, on est en mode voyage, on dépense quand même plus d'argent parce que tu arrives dans un nouvel endroit, tu as envie de le découvrir, tu as envie de louer une voiture, prendre un tuk-tuk, ou je ne sais pas quoi, prendre une bière quand tu arrives au mouillage, etc. Donc oui, il y a quand même un budget. Il y a quand même des dépenses découvertes, activités, etc. Mais en fait, nous, on alterne entre cette période-là, vraiment voyage, et les périodes où on est posé au mouillage et on travaille, tout simplement. Donc, on a choisi le mode digital nomade qui nous permet de travailler depuis l'ordinateur. Donc, nous sommes freelance et entrepreneurs. Donc, on gagne notre vie, disons, on cherche nos clients, on a nos clients et on fait des services et prestations pour eux depuis l'ordinateur. Mais on peut aussi très bien se poser dans un endroit, enfin si on n'a pas ces compétences, alors sachant qu'on peut totalement les développer à n'importe quel moment de sa vie. Moi, ça fait 3 ans que j'ai changé de métier. À la base, je ne faisais pas du tout ça. Donc c'est possible de se reconvertir. Mais si on n'a pas envie, ben, il suffit de se poser dans un mouillage où il y a du travail. Je donne pour exemple là où on est en ce moment, au marin. Il suffit de jeter l'ancre, de prendre son annexe, de faire le tour de la marina et je te garantis que tu trouveras du travail avant d'avoir fini le tour. C'est sûr et certain. Tu vois, c'est des zones comme ça où il y a vraiment de la demande dans le service, sur les bateaux, etc. Voilà, moi-même, ça m'arrive de faire parfois des extras, tu vois, sur la marina et j'ai pas cherché longtemps, quoi. Je suis arrivée, j'ai dit ouais, j'ai besoin de temps en temps de compléter un peu mon revenu. Ouais, super, on t'appelle quand on a besoin. Voilà. Donc, il n'y a pas eu de CV, il n'y a pas eu d'entretien, tu vois. C'est quand même simple au final. Ouais. C'est le besoin en fait qui génère peut-être cette facilité, cette rapidité d'embauche. Bon, tu parles d'extra, c'est pas non plus effectivement des postes permanents, indéterminés, etc. Mais si on a besoin de regarnir une caisse de bord, c'est assez facile finalement dès qu'on arrive dans des zones assez fréquentées par les voiliers notamment, quoi. Totalement. Et il y a des voyageurs qui fonctionnent comme ça, hein, qui vont s'arrêter 4-5 mois au marin parce que là c'est la saison, donc ils viennent faire la saison ici, ils reprennent le bateau, puis ils vont faire la saison suivante à l'endroit où c'est la saison. Enfin, c'est vraiment... Pardon, c'est vraiment possible de vivre comme ça. Alors après, c'est sûr qu'on peut avoir l'objection, ce n'est pas une carrière, ce n'est pas un métier prospère, tu vois, d'être saisonnier, etc. Bon, alors je répondrai par oui, ben, il y a des gens qui sont saisonniers pendant des années et des années. On peut quand même prétendre à Pôle emploi, tu vois, entre les contrats. Ça se fait. Bon, alors c'est sûr que si on travaille à l'étranger, vraiment à l'étranger, peut-être moins. Mais bon, il n'empêche qu'il y a des gens qui sont saisonniers. Pour autant, bah, je sais pas, ils vivent normalement. Et puis, bah, nous, en ce qui nous concerne, on a une vraie carrière, oui. Donc on peut aussi très bien envisager une vraie carrière en voyageant. En voyage, en itinérance, oui. Ouais. D'accord. Voilà. Non, mais c'est vrai que votre témoignage, il est intéressant parce que vous avez fait le choix de travailler en voyageant. Et j'aime beaucoup justement la distinction que tu fais d'emblée entre vacances et voyage. Ouais. Effectivement, on peut voyager sans être en vacances en permanence. Il y a des moments de vacances. Mais pendant les périodes de travail, on peut aussi être choisir son environnement, son lieu de vie et être là où on a envie d'être. Et du coup, je pense que ça facilite aussi les périodes de voyage parce que on a des choses qui nous nourrissent. Au quotidien, même si on passe 8 heures par jour à bosser, alors que ce soit sur un ordinateur à bord ou sur une marina.
Mais à un moment donné, on a fait un choix, on est là où on a envie d'être. Et je pense que rien que ça, déjà, ça donne une autre dimension en fait, à l'obligation de travailler si tant est qu'on doit en passer par là, quoi. C'est ça, mais c'est exactement ça. Bah après voilà, on est comme tout le monde, hein, on a besoin de travailler pour manger, on n'a pas gagné au loto pour voyager. Et j'ai même envie de dire même pas malheureusement, parce que je pense que si on ne devait pas gagner notre argent, on s'embêterait beaucoup. Tu vois, toujours siroter des noix de coco sur la plage, au bout d'un moment, ça n'a pas de saveur. Et c'est exactement ça, on est heureux d'être là où on est. On travaille énormément parce qu'on a fait le choix, justement, on a fait un choix de carrière pour le coup, qui est d'être entrepreneur et donc faire grossir la boîte, gérer le budget, etc. Je t'assure que c'est passionnant, mais à la fois c'est des heures et des heures, c'est des journées de 10, 12, 15 heures parfois. Mais on sait pourquoi on le fait, en fait. Et c'est ça qui change tout. Ça donne énormément de sens. Déjà, entreprendre, même quand tu es sédentaire, ça a beaucoup de sens. Parce que tu fais des choses qui te plaisent. Et là, ça a d'autant plus de sens, c'est pas plus, mais d'autant plus qu'on entreprend pour conserver un mode de vie qui nous plaît. Donc voilà, après, on travaille plus que ce que l'on ne voyage. Disons-le clairement, comme tout le monde. Franchement, comme tout le monde. La différence, c'est qu'on choisit où on veut le faire et que, en fait, on a peut-être aussi, à force de voyager, moins de barrières psychologiques. Je m'explique par là que, tu vois, on a envie de changer là de projet. Donc peut-être de bateau, peut-être même de mode de vie. On ne sait pas bien. Il y aura peut-être un bateau dans la prochaine histoire. Voilà, c'est encore un peu, tout ça est en discussion. Mais peu importe, on s'en fiche en fait, tu vois. Il n'y a pas de... t'as envie de faire un truc, bah tu le fais. Alors oui, ben aujourd'hui ma boîte, je gagne pas des 100 et des 1000, donc ça va peut-être me prendre 6 mois. Quand ma boîte aura grossi, peut-être ça me prendra 3 semaines, je ne sais pas. Mais finalement, c'est comme tout le monde. C'est juste une question, je pense, de barrière psychologique. Et de se dire, bah ouais, si j'ai envie de faire ça, je le fais, quoi. Je le fais. On n'a pas gagné au loto, ça c'est sûr. C'est bien de commencer comme ça. Ça permet de poser. Déjà, c'est un élément fort de réponse quand même. On n'a pas vraiment un budget extraordinaire après l'achat du bateau. Nos économies, en fait, elles ont été grandement diminuées. Donc, on s'est dit que de toute façon, si on avait des besoins, bah, ça serait en cours de route. On renflouerait les caisses quand il le faudrait. D'ailleurs, là, on se pose la question si Manu, parce qu'il est plus apte en fait à trouver du travail que moi ici, notamment à Las Palmas sur des chantiers de bateaux. Donc, on n'ira pas travailler là-bas quelques mois histoire de renflouer les caisses, quoi. En fait, c'est au gré du vent, quoi. D'accord. En fonction de nos besoins. On a quand même une petite rente en fait qui revient chaque mois, mais pas toujours, en fonction de tes travaux. Ouais. Donc c'est pas toujours évident de compter sur ça, quoi. La question à la base, est-ce qu'on a besoin d'avoir un gros budget pour partir? Moi je dirais non. Maintenant c'est sûr que suivant le bateau et suivant ses connaissances en navigation et suivant la configuration, c'est-à-dire une famille de 4 ou si on part tout seul ou si on part à 2, évidemment ça change. Donc pour en revenir au budget, oui c'est un investissement. Enfin pour nous ça a été un investissement assez conséquent au départ, mais comparé avec ce que coûtait l'achat d'une maison et tous les frais qui allaient avec, c'était même moins cher que ce qu'on avait prévu, quoi. Une fois qu'on vit sur un bateau, ben, on n'a plus de voiture, nos besoins sont plus les mêmes que quand on a une vie terrestre. Donc forcément, on peut vivre en fait avec peu de moyens, quoi. Et même vivre bien, parce que finalement, on va toujours vers des destinations où on n'a pas besoin de s'habiller comme... on reste en vêtements légers, on les use jusqu'à la fin. Donc voilà, quoi,
On a peu de moyens, mais on s'en sort. D'accord, donc du coup c'est plus accessible, hormis bien sûr l'achat initial du bateau qui là va dépendre des choix de chacun. La vie comme ça après au quotidien pour vous est moins onéreuse qu'à terre parce qu'il y a notamment une simplicité qui s'installe et puis des dépenses connexes qui disparaissent. C'est ça. Ouais. D'accord. Et est-ce que, alors hormis effectivement le moindre besoin en termes d'habillement, qui se comprend bien quand on est sous des latitudes beaucoup plus tempérées, voire tropicales, est-ce que vous avez changé, est-ce que cette vie vous a amené à changer certaines de vos habitudes de consommation ou est-ce que vous êtes sensiblement les mêmes sur ce plan-là que ceux que vous étiez avant de partir ? On est sensiblement les mêmes parce que déjà avant de partir, on faisait très attention en fait à notre mode de consommation. Donc du coup pour nous ça n'a pas vraiment changé grand-chose. Non, ça a changé quand même pas mal de choses, mais notre vision en tout cas de la consommation. Notre vision est restée plus ou moins la même, oui. Après c'est sûr que par rapport aux endroits où on se trouve, on s'adapte à ce qui est disponible. C'est-à-dire que si on veut faire une traversée de 4 ou 5 jours et qu'il n'y a pas de magasin ou de Biocoop aux alentours, on va être obligé d'acheter dans les grandes surfaces ou quelque chose qu'on n'aurait pas acheté à terre, quoi. Et au niveau des besoins, de l'alimentation, tout ça, on mange à peu près pareil. Il n'y a pas eu trop de changements. On mange peut-être un peu moins de viande ou des choses comme ça. Mais... Ouais. Non, ça n'a pas vraiment changé grand-chose. Déjà, la mise de fonds pour acheter un voilier, ça peut être de 5 000 à des centaines de milliers d'euros. Donc, ça dépend vraiment des budgets et des objectifs. On a rencontré des gens qui ont des bateaux très convenables pour 2 personnes, 2-4 personnes, et ils ont mis 15 000 euros dedans. Nous, on a mis plus, mais chacun trouve le bateau qui lui convient. Et après, un des pôles qui coûte cher dans ce voyage, c'est l'entretien du bateau, parce que même si on a acheté un bateau à plusieurs centaines de milliers d'euros, il y a toujours des choses qui cassent, toujours des petits tracas, des trucs à réparer, à changer. Donc ça coûte un certain budget. Pour tous les budgets, il y aura derrière aussi. Il y aura des réparations, du renouvellement de matériel. Mais bon, comparé à des gens qui vivent dans une maison, je sais pas, on l'a pas fait vivre dans une maison, à devoir réparer aussi. Je pense que c'est un coût que nous, on n'a pas. Du coup, on a la réparation du bateau. Et puis sinon, à côté, on n'a pas beaucoup d'autres dépenses. On a la nourriture et les activités qu'on veut faire. Mais ça, chacun choisit ce qu'il veut faire. Si les gens n'ont pas de budget pour faire des activités, ils ne les font pas. Nous, on s'est offert quelques plongées parce qu'on aime bien la plongée, surtout dans le récif corallien. Mais ça coûte assez cher, donc on n'en a pas fait beaucoup. On a dû en faire 5 en 1 an et demi, quoi. Alors qu'on aurait aimé en plus, mais on se restreint des fois, mais on profite quand même de ce qu'on peut trouver, quoi. En fait, comme on vit sur nos économies, on a tendance à se dire on va économiser le plus encore maintenant pour que le voyage dure le plus longtemps possible. Donc tout est une question de compromis et de jauger un peu, tiens, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça ou est-ce qu'on ne garde pas nos sous pour autre chose? Alors, le bateau passe en priorité, dans le sens où de toute manière, il faut le réparer pour qu'il avance et pour que le voyage puisse continuer. Donc là-dessus, on n'est pas du genre à se restreindre trop, on achète ce qu'il y a besoin et puis en essayant de trouver le moins cher possible, mais on répare comme on peut. Après, pour la nourriture, ça dépend des pays, ça dépend beaucoup des destinations. Donc là, on peut trouver des choses pas chères ou on peut trouver des magasins hors de prix. Nous, on est allés aux Bahamas, c'était très cher l'approvisionnement là-bas, mais après, quand on arrive en Amérique centrale, c'est très raisonnable. Et pour les activités, comme dit Damien, ça dépend énormément de son caractère. On aime beaucoup nager ou même aller faire des randonnées, ce qui reste des activités gratuites. Après, si on est très restaurant ou si on est plus visite à terre, nous, on aime bien aussi, mais du coup, là, on est plus à se restreindre un petit peu. C'est-à-dire qu'on s'offre de temps en temps une petite sortie, mais on regarde un peu nos dépenses. Et en comparant avec d'autres voiliers, un peu dans la même situation que nous. Alors, c'est difficile de comparer avec des familles parce que du coup, nous, on n'a pas d'enfants, on ne sait pas le budget que ça peut avoir. Mais en comparant avec d'autres couples à peu près de notre âge, on est toujours dans la même gamme de prix. Donc, on est aux alentours de 1 300 € pour 2 personnes par mois à peu près. Et on vit confortablement. Et on vit très confortablement. Donc, là-dedans, on va le moins souvent au port possible.
on préfère être au mouillage toujours dans un souci d'économiser et puis on n'est pas très marina. Puis, de toute façon, tu dors pas forcément mieux au port, donc nous on évite, on n'y a été que dans les pays où tu n'as pas le choix. Où il n'y a pas de choix. Et du coup, on a pris donc principalement des îles comme les Canaries ou des... Ouais, les Canaries, parce que les conditions de vent et de mouillage, il y a peu de mouillage à présenter. Et au Guatemala, parce qu'on est dans la rivière, dans le fleuve, et on est resté 4 mois, donc on a mis le bateau 4 mois en marina, parce qu'on n'a pas envie d'être sur le fleuve, laisser le bateau sur le fleuve comme ça. Et non, après, du coup, après, dans les dépenses, il y a aussi les visas à prendre en compte. Donc, l'immigration, les douanes, le permis de navigation. À chaque entrée dans un nouveau pays, dans une nouvelle île, il faut payer ce qu'on appelle les clearances d'entrée et de sortie. Donc aux petites Antilles, ça ne coûte rien, c'est dans les 5, 10, 15 euros par île, en fonction du nombre de personnes à bord. Mais dans les grandes Antilles et Amérique centrale, là c'est plus dans les 200, 300 euros pour des visas de 3 mois à 1 an, quoi. Donc ça commence à faire cher. Donc là, on va cibler... on va faire mon pays, par exemple. On n'a pas fait Cuba parce qu'il fallait encore payer 250 euros. Et on s'est dit, vu qu'on va payer 300 euros au Panama, on va aller au Panama direct, quoi. Voilà, donc ça devient un critère de choix, malheureusement, les visas dans les grandes Antilles et dans l'Amérique centrale. Et donc ça fait partie du budget à prendre en compte, comme l'entretien du bateau aussi. Enfin, c'est des budgets un petit peu difficiles à évaluer, bien sûr, parce qu'on peut toujours avoir des énormes travaux qui arrivent d'un coup. Mais... il faut toujours avoir des économies là-dessus pour pallier aux moindres problèmes. Donc effectivement, vous avez, on comprend bien qu'il y a des frais incompressibles comme l'entretien du bateau, les frais de formalité finalement à l'arrivée des pays qui rentrent en ligne de compte dans le budget mensuel, mais vous conseillez du coup d'avoir aussi une petite cagnotte de secours en cas de travaux imprévus un petit peu plus lourds pour que ça ne vienne pas finalement limiter la poursuite du voyage. Ouais, il peut y avoir toujours des choses pas drôles, quoi, hein. On a un ami qui a perdu son mât. C'est les cas extrêmes. Hein, ça arrive, hein, mais c'est donc des fois il faut prévoir de l'argent pour changer le gréement avant que le mât tombe. Non, ce qui arrive souvent, c'est les annexes en fait. Les vols d'annexes, voilà. Les vols d'annexes ou alors perdre de l'annexe parce qu'elle s'est crevée quelque part et c'est possible à réparer. Donc ça, c'est tout de suite 2-3 000 euros, surtout s'il y a le moteur derrière, c'est 5 000. Ensuite, il y a les problèmes de batterie, quoi. Des fois, tout fout le camp, l'électricité part en vrille, et donc il y a les batteries qui meurent, il faut changer tout le parc batterie, ça coûte. Tout le monde peut le faire. Nous, on a vendu la maison, quoi. Enfin, je veux dire, il faut juste, oui, c'est ça, faut juste choisir ce qu'on a envie de faire en fonction de ses envies. On rencontre des gens qui le font avec beaucoup plus de moyens que nous. On rencontre aussi plein de gens qui le font avec beaucoup moins de moyens que nous, quoi. Là, il y a à côté de nous, là, en ce moment, mouillage, il y a un cellier, Pierre-Louis, il s'appelle, qui est parti, qui doit avoir une vingtaine d'années, quelque chose comme ça. Et il est parti de Bretagne, il a fait la Transat, il est arrivé à Saint-Barth, où là, il a trouvé un boulot. Donc, il bosse, il était à sec, hein, et il a fait la Transat sur un 7 mètres. 7 mètres, une coquille de noix, quoi. Donc, il l'a fait, quoi. Il avait envie de venir aux Antilles, je sais pas, ça le faisait rêver, ça le faisait triper, donc il y est allé. Donc, il a pris les petits moyens qu'il avait pour venir jusque-là. Ici, il a trouvé un boulot, il a envoyé un CV quand il était à Las Palmas, il a trouvé un boulot direct. Voilà, il va bosser 6 mois, et après 6 mois, il va redépenser ce qu'il a gagné, puis il va rebosser. Ça rejoint un petit peu la notion du risque dont on parlait tout à l'heure. Alors, il y avait le risque pour sa propre vie, entre guillemets, climatique et puis dans les pays. Partir effectivement en long voyage, ça présente aussi un risque. Le risque professionnel d'abord, parce que nous, on a quitté nos activités. Donc, on était indépendant, donc on a arrêté. Donc, il faudra reconstruire. On n'est pas sûr de reconstruire quelque chose peut-être aussi bien ou sans lequel on s'épanouira autant. Donc, simplement, on a décidé, parce que on ne peut pas le savoir, donc c'est vraiment un choix. On a décidé que ça en valait la peine. Donc, mais c'est aussi un risque. Donc, tout le monde peut effectivement. Il n'y a pas de limite au fait de pouvoir partir en voyage.
Il n'y a pas de restriction, simplement, ça présente un risque. Voilà. Ça peut présenter ça a un coût autre que financier. Ça peut avoir un coût aussi sur la vie professionnelle, sur la difficulté de se remettre dans le système, entre guillemets, quand on rentre. Mais pour nous, il n'y a jamais, enfin, ça n'a. C'est un faux problème. C'est un faux problème, voilà. Enfin, on pense que c'est un faux problème. Ça peut être aussi un atout, hein, pour l'avoir fait il y a quelques années, une année sabbatique. Hein, ça a été pour nous, enfin pour Hélène tout du moins, un atout d'avoir fait cette aventure-là, quoi. Ah ouais, ah oui. Donc c'est vrai que ça dépend un peu de la vision qu'on peut avoir, mais ça peut être complètement positif de le faire. Mais c'est vrai qu'à l'avance, on ne le sait pas. Pour une entreprise, d'avoir quelqu'un, enfin de recruter quelqu'un qui a vécu un peu autre chose, même si c'est pas dingue, hein, je suis pas en train de dire ça, il y a plein de gens qui font ça, mais c'est un peu peut-être moins courant. Je pense que ça a sûrement plein d'avantages, quoi. On verra si c'est vrai que l'aspect financier est important parce que c'est le nerf de la guerre, hein, c'est ce qui dépend, ça conditionne les conditions, c'est le cas de le dire, les conditions dans lesquelles on va voyager. Mais si l'objectif, c'est pas les conditions justement, mais c'est le voyage, voilà, on est prêt à accepter, mais c'est aussi une question de choix. Oui, c'est pas un frein. Ça peut pas être un frein. Après, c'est sûr que, comme on l'avait dit en préambule, c'est vrai que ça nous coûte plus cher que ce qu'on avait imaginé. Donc, du coup, on adapte, on voyagera sans doute moins longtemps que ce qu'on pensait. Mais à la fois, si une fois qu'on aura épuisé notre caisse de bord, on n'a pas envie de rentrer, je pense qu'on pourra faire comme tous ceux qu'on voit ici, trouver un job et rester et continuer. Hein. Apparemment, il y a toujours du boulot, quoi. Alors après, c'est pareil, ça demande de pouvoir s'adapter, c'est-à-dire qu'on ne va pas forcément trouver du boulot dans notre branche, mais si l'envie c'est de continuer à voyager, on acceptera d'aller faire le jardinier ou d'être serveuse parce que ça nous permettra de continuer. J'en fiche, quoi.